C'est ça, on va regarder sous l'angle des technologies notamment, avec l'humain qui reste au cœur, on l'a vu sur les présentations précédentes, et en se focalisant sur le fait de limiter les investissements, parce que c'est tout l'enjeu de l'atteinte des objectifs 2030, 2040, 2050 du décret tertiaire. C'est comment atteindre ces objectifs qui deviennent plus que nécessaires avec l'augmentation du prix de l'énergie, en limitant les investissements consentis et en ayant une stratégie pluriannuelle d'investissement qui soit la plus cohérente possible. Donc on va essayer de voir comment parvenir aux 10% exigés par le plan de sobriété déjà dans les 2 ans qui viennent, avec des démarches à rentabilité rapide et forte. Alors quelques mots sur Adviseo pour démarrer. On est une société qui est issue du groupe d'ingénierie CETEC, qui est un des 3 plus gros groupes d'ingénierie français, créé en 2014 au sein du groupe. Aujourd'hui, on est un peu plus de 100 collaborateurs. Et notre particularité, c'est qu'on a une force d'énergie management qui est une des plus importantes en France. On est plus de 40 energy managers, c'est-à-dire d'ingénieurs en performance énergétique qui accompagnent nos clients autour de la réduction des consommations d'énergie. On est par ailleurs éditeur de la plateforme de management de l'énergie qui porte le même nom, donc Adviseo, et qui fait notamment partie du parangonnage de la FNCCR et de l'ADEME. Donc si vous voulez retrouver des informations sur la plateforme Adviseo, elle a été comparée et testée par l'ADEME à la fois en 2021 et en 2022. On a une expertise forte de la collecte des données sur des parcs immobiliers massifs. J'ai mis quelques références de collectivités plus bas. Sur le plan privé, on a des clients comme Carrefour, comme Orange, qu'on accompagne sur l'ensemble de leur patrimoine. Donc on a une vue sur l'aspect déclaratif du décret tertiaire qui commence à être assez complète. Et on accompagne aujourd'hui plus de 40 millions de mètres carrés sur l'optimisation des consommations d'énergie. Sur le plan pratique, on est référencé UGAP, ce qui est une facilité qui souvent intéresse les collectivités sur la partie offre logicielle. Et on accompagne tous les échelons des collectivités territoriales, des villes, aux EPCI jusqu'aux régions, enfin départements pour les collèges et régions pour les lycées sur le plan bâtimentaire. Aujourd'hui, on a une vingtaine de départements, par exemple, qui sont clients d'Adviseo pour ce qui concerne la collecte des données énergétiques et la déclaration, l'accompagnement à la déclaration opérate pour le décret tertiaire. Alors, on a évoqué tout à l'heure les valeurs absolues du décret tertiaire, ou en tout cas les manques qu'il y avait sur ces valeurs absolues qui ne sont pas toutes encore publiées. Alors, ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie, mais la question porte sur le nombre de sous-catégories d'activités qu'on trouve dans la catégorie sport. Donc pour rappel, dans le décret tertiaire, vous avez dans les arrêtés valeurs absolues des grandes catégories d'activités, bureau, logistique, enseignement, ça a été évoqué. Et dans la catégorie sport, vous avez donc un certain nombre de catégories d'activités. Est-ce qu'il y en a 4, 8, 14 ou 19 ? Allez, on va laisser 5 secondes au public pour voter. 4, 3... 2, 1, 0. Benjamin, c'est bon, on va afficher les résultats. On va voir ceux qui ont vraiment suivi qui ont épluché les arrêtés en valeur absolue. Qu'est-ce qu'il en est alors, Xavier ? Alors la bonne réponse est 19 sous-catégories d'activités dans le sport. Parmi ces sous-catégories d'activités, vous avez les piscines et les gymnases qui figurent, mais vous avez aussi, ça a été évoqué par Ulysse, les patinoires, vous avez les stades ouverts, fermés. Voilà. Et quand on additionne tout, on arrive à 19 sous-catégories d'activités. Derrière cette question, c'était mettre le doigt sur l'importance qu'il y a dans le décret tertiaire de l'optimisation déclarative et du choix de ce qui s'appelle les entités fonctionnelles assujetties pour arriver à choisir une adresse de référence cohérente. Et pour l'instant, on n'a pas toutes les règles du jeu pour ça. L'autre chose qu'il faut rappeler, c'est que sur les gymnases et les piscines qui sont notre sujet du jour, on n'a pas encore les valeurs absolues qui sont définies par le décret tertiaire. Donc forcément, toutes les règles du jeu n'ont pas été encore définies, ce qui explique qu'il y a une souplesse qui est donnée par le législateur sur la première déclaration en tout cas. Donc Adviseo, ce qu'on fait en premier, et ce sur quoi on est beaucoup sollicité ces derniers mois autour du thème du décret tertiaire, c'est l'automatisation de la collecte des données. Donc on a parlé avec Enedis notamment de comment je vais chercher mes historiques de consommation. Nous, ce qu'on va travailler, c'est à la fois cet historique de consommation, mais aussi comment je vais centraliser mes données en temps réel, l'ensemble des données qu'on trouve dans un bâtiment. Donc c'est à la fois les factures, pour ce qui concerne les fournisseurs d'énergie, les accès distributeurs, donc quand il y a des compteurs communicants, on va aller chercher les courbes de charge électrique par exemple auprès d'Enedis pour qu'il y ait une matérialisation sur des courbes de charge,
On va avoir les données de gestion technique de bâtiment que Ulysse, tu évoquais tout à l'heure, qui vont permettre d'avoir une vue complète sur les données du bâtiment et des connecteurs API avec différents fournisseurs. La plateforme de management de l'énergie, elle a plusieurs vertus, que ce soit Adviseo ou d'autres plateformes de l'énergie. D'abord, j'en ai parlé, centraliser les données, c'est quelque chose qui est assez important pour aider les ingénieurs énergéticiens, pour aider tous les acteurs du bâtiment à suivre des données fiables et communes et exploitables. Ensuite, on va commencer à identifier, et ça c'est super important dans la réalisation des premiers pourcentages d'économie d'énergie, ce qu'on appelle les quick wins, c'est-à-dire la capacité à réaliser peut-être 5, 10, 15% d'économie d'énergie sur des optimisations qui peuvent être hors travaux. Donc il y a les puissances souscrites, ça c'est pas directement des économies d'énergie, c'est des économies en euros qui en ce moment sont très bonnes à prendre, mais il y a aussi des meilleures régulations. On a parlé tout à l'heure de baisser des consignes de température. Tout ça, c'est des choses qu'on va plus facilement identifier à la lumière de données dynamiques et centralisées sur une plateforme. On va comparer les bâtiments entre eux. Ça, c'est assez essentiel. Ça permet de faire des débuts de schéma directeur énergétique. On a des benchmarks où on va voir quels sont les bâtiments sur un parc immobilier les plus consommateurs, où il faudrait se concentrer. Pour peut-être éviter le syndrome, on va aller faire des audits sur l'ensemble des sites, ce qui peut être très onéreux, mais se concentrer sur les sites où il y a des axes et des leviers d'optimisation les plus forts. Et tout ça ne serait pas utile si on n'avait pas une coordination entre les acteurs. Donc la plateforme sert aussi de dialogue entre les différents acteurs, les mainteneurs, les bureaux d'études techniques, le donneur d'ordre, pour se mettre d'accord sur les plans d'action à réaliser et sur les économies d'énergie qui sont poursuivies, avec peut-être, ça a été dit plusieurs fois, un conseil sur la mise en place de CPE, parce que c'est un dispositif qui est vertueux dans le sens où il engage le prestataire dans la réalisation d'économies d'énergie. Peut-être une précision par rapport à ce qu'on a dit avant, il y a des CPE travaux, donc ça c'est ce qui a été évoqué par Alexis, quand on a des pourcentages d'économies importants à aller chercher. Il y a aussi des CPE de service. Donc là, ça peut être des pourcentages d'économie peut-être un peu moindres, mais où le prestataire va être engagé sur des actions de régulation, d'optimisation d'équipements, etc., qui sont assez méconnus et qui peuvent être intéressants également. Donc sur la plateforme Adviseo, vous avez plusieurs onglets, certains qui vous permettent de suivre le budget. Je parlais de l'optimisation des contrats d'énergie au travers des puissances souscrites. C'est ici on va identifier sur chaque PDL si les puissances souscrites appelées sont les bonnes, et on va conseiller d'optimiser sur chacun des PDL. Ça fait en moyenne, on arrive à faire 1 à 3% d'économie en euros ici auprès de nos clients sur cette seule fonction. Ce qui est toujours bon à prendre dans le contexte actuel. Et ensuite, vous avez tout un tas de données sur l'atterrissage budgétaire, sur la comparaison des usages énergétiques, puisque l'ensemble des factures sont centralisées et digitalisées pour arriver à ces tableaux de bord-là. Vous avez évidemment des suivis de performance qui maintenant s'alignent sur ce qui est exigé par le décret tertiaire, c'est-à-dire où je dois aller dans les prochaines années, et avec ma situation de référence. Donc nous, chez Adviseo, on utilise beaucoup l'IPMVP, parce qu'on a des ingénieurs qui sont certifiés sur cette norme internationale pour comparer des choses comparables. Mais le décret tertiaire, mais des règles de calcul, ils sont un petit peu différentes qu'on est en train d'aligner sur la plateforme. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est assez essentiel quand on parle d'économie d'énergie, de toujours bien se mettre d'accord entre le donneur d'ordre, la collectivité et le prestataire sur les règles de calcul et sur la situation de référence. Puisque ce n'est pas si simple que ça d'arriver à se mettre d'accord sur le calcul de l'économie d'énergie à la fin d'année. Donc c'est assez important d'avoir des ingénieurs qui travaillent ces questions-là. L'efficacité énergétique, elle peut difficilement être regardée sans regarder le confort, évidemment. Donc là, on a plusieurs outils qui nous permettent de suivre, par exemple, les risques légionnels. On va mettre des objets connectés, en l'occurrence des sondes de contact à la sortie, par exemple, des systèmes ECS, pour vérifier la température de l'eau. Et si on a une baisse sous les seuils sanitaires exigés, on va avoir une alerte sur la plateforme, ce qui va éviter, par exemple, des interventions de mainteneurs pour aller faire des comptages manuels réguliers autour de ces équipements. On fait évidemment du suivi de la qualité d'air avec des capteurs CO2 qui sont sans fil, qui permettent de mesurer les taux de ppm et qui sont centralisés sur la plateforme, ou de la même manière des suivis de température qui vont permettre de savoir si on est correct sur l'ensemble des salles ou des espaces qui composent les bâtiments qu'on équipe.
Ces outils de comparaison, ils vont être utiles à l'échelle d'un parc immobilier. On peut tout à fait se projeter avec, à l'échelle d'une collectivité territoriale également, entre différents gymnases, différentes salles de sport, différentes piscines. On a aussi des benchmarks entre nos clients, ce qui permet pour une collectivité territoriale de se comparer à d'autres, ce qui est toujours utile pour savoir où on se situe. Et ça, comme je le disais, ça permet de se focaliser sur les actions les plus rentables dans le plan d'investissement. Je parlais des alertes tout à l'heure. On a ici des alertes sur les actions à réaliser. Donc vous avez tout ce qui concerne, par exemple, alors on ne le voit pas bien sur l'écran, je suis désolé pour ceux qui sont dans la salle, mais dans les actions préconisées, vous pouvez avoir des actions de sensibilisation des usagers, des actions de travaux, de régulation, et ça permet aux acteurs de se coordonner autour de ces actions-là avec des temps de retour sur investissement évalués et de suivre surtout les actions réalisées pour être sûr qu'on est bien dans les clous. Et ensuite, vous avez des seuils de dépassement. Donc, quand on va dépasser un seuil de température, un seuil de consommation, on va être alerté sur la plateforme Adviseo. Ça, c'est pour aller plus loin. Donc, c'est des fonctions qui servent essentiellement aux ingénieurs en efficacité énergétique. On va pouvoir comparer des comportements de bâtiments et de consommation sur différents critères. Ce qu'on aime bien utiliser notamment chez nos energy managers, c'est les semaines types. C'est-à-dire sur une semaine type, je devrais avoir tel comportement de courbe de charge. Si jamais j'ai des courbes qui diffèrent, c'est peut-être qu'il faut que je me focalise sur le bâtiment sur lequel j'identifie cette dérive pour aller soit faire un diagnostic, soit interroger l'exploitant et voir ce qui s'y passe. Un résumé de la démarche au fil du temps, on l'a dit, tout ce qui est exigé par le décret tertiaire, c'est comment on va mettre en place des séquences progressives qui vont permettre d'atteindre les objectifs de 2030. Ce qu'on veut mettre en avant ici, c'est la démarche d'énergie management durable, entre maintenant et 2029, qui va permettre, en complément des travaux, d'identifier les actions d'efficacité énergétique qui vont permettre peut-être 10 à 15% d'économie d'énergie déjà sans investissement lourd. Et ensuite, sur l'identification des travaux à réaliser, quand il y a des investissements conséquents, c'est important d'identifier correctement les travaux, avec derrière des aides sur l'ingénierie financière, comme on l'a dit, qui permettent d'être cohérents sur le plan des euros. Et ensuite, d'avoir une stratégie progressive de suivi de l'impact énergétique de ces travaux au fil du temps. Donc, ce à quoi on est beaucoup exposé chez nos clients, c'est que parfois, il y a des démarches de travaux qui sont mises en œuvre, mais s'il n'y a pas le suivi rigoureux derrière, le bâtiment, il dérive à nouveau, et en fait, on est obligé de faire un travail presque perpétuel d'amélioration et d'investissement, là où, si on met le bâtiment à sa qualité intrinsèque et qu'on suit ses performances sur la durée, on arrive à limiter aussi les investissements à consentir en travaux qui vont être nécessaires évidemment pour faire 60% d'économie d'énergie d'ici 2050. Voilà, et le décret tertiaire rappelle bien d'ailleurs les leviers d'action préconisés sur le bâti pour atteindre des gains les plus importants, mais avec des retours sur investissement qui sont plus longs. Et donc le management de l'énergie et l'exploitation sobre des équipements, qui est un critère qui est souvent négligé et sur lequel une plateforme de management de l'énergie peut aider, et un suivi par des energy managers à l'échelle d'un parc peut permettre d'atteindre des résultats très importants. Ça, c'est une illustration d'un début de schéma directeur énergétique. Je disais tout à l'heure, peut-être que la bonne idée, ce n'est pas forcément de se lancer dans les travaux sur l'ensemble des bâtiments directement ou voire sur des audits sur l'ensemble des bâtiments. Quand on regarde un patrimoine d'une ville, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on va catégoriser d'un côté les consommations en absolu et de l'autre la performance énergétique, donc ramener au mètre carré, pour se concentrer d'abord sur les bâtiments les plus consommateurs et les moins performants, pour ensuite passer aux plus consommateurs et performants, mais avec des actions qui vont être hiérarchisées et des investissements qui vont être de cette manière-là priorisés. Et tout ça ne serait pas directement performant sans avoir une animation de la performance énergétique. Donc, certaines organisations, ça a été beaucoup dit, ont la chance d'avoir des energy managers, des ingénieurs en efficacité énergétique pour suivre. Souvent, ils sont encore malheureusement trop peu nombreux par rapport au nombre de bâtiments qu'ils ont à gérer. Alors ça, je prends l'exemple des collectivités. Les plus grandes collectivités ont des économes de flux, ont des ingénieurs énergéticiens. En dessous, ils peuvent avoir des conseillers en énergie partagée de l'ADEME, mais qui ont un très grand nombre de communes et donc de bâtiments à gérer. Sur des départements ou des régions, c'est des typologies qu'on connaît bien. Ils ont parfois 1 ou 2 économes de flux pour gérer des centaines de collèges ou de lycées.
Donc l'appui d'autres prestataires et d'énergie managers pour les aider dans le suivi de la performance est non négligeable, surtout avec les enjeux du moment. On voit qu'il y a beaucoup d'organisations aussi privées qui commencent à se staffer en energy management. C'est quelque chose qu'on va voir sur le marché de plus en plus. Malheureusement, c'est des ressources assez rares. Donc il y a un autre problème qui se pose, c'est comment je vais chercher des compétences pertinentes et expertes autour du management de l'énergie. Là, on commence à voir une problématique arriver sur cette thématique-là à mesure que les organisations réalisent l'importance de cette thématique. Voilà, et vous avez ici nos contacts et que je vous laisserai retrouver sur la présentation quand elle sera partagée. Et je suis par ailleurs ouvert aux questions. Merci. Voilà, on peut applaudir Xavier. Merci Xavier pour cette présentation. Il y avait une diapo, tiens, peut-être on peut la remettre, Benjamin, sur laquelle je voudrais revenir, celle où il y a les quatre carrés, tu sais, sur les priorités. Voilà, tu l'avais. Je ne sais pas si on voit très bien ici. Mais... Je voulais revenir sur cette diapo-là parce que finalement, ça m'a mis un doute dans le décret tertiaire. Je me suis dit, mais mince. Oui. Je suis une collectivité, donc j'ai un patrimoine avec un parc de bâtiments. Je dois faire 40% d'économie d'énergie d'ici 2030. Oui. Est-ce que c'est par bâtiment ou c'est au niveau global sur l'ensemble de mes bâtiments? Parce que finalement, sur ce que tu présentais là, ça amène cette question. Oui, alors c'est très important. Donc, chaque entité fonctionnelle assujettie doit réaliser ses objectifs de 40%, mais il y a une mutualisation qui est possible des résultats au niveau du patrimoine immobilier. Donc toutes les règles ne sont pas encore très claires sur la législation là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que les sous-performances de certains bâtiments des collectivités vont pouvoir être compensées par les surperformances d'autres. Donc il y a ce dispositif-là qui est permis et qui rend encore plus pertinent une démarche rentable. En fait, il ne va pas falloir forcément réaliser 40% sur chacun des bâtiments. Oui. Et c'est très important dans la stratégie d'investissement de considérer cette possible mutualisation des résultats, j'allais dire autant pour le côté législatif que pour le côté économique, parce que le décret tertiaire ne doit pas être fait au détriment de toute logique économique, sinon c'est la pérennité des collectivités et des entreprises qui est remise en cause. Donc l'idée, c'est évidemment de concilier la démarche économique, et la démarche économique viable, ce n'est pas forcément de mettre autant d'efforts sur chacun des bâtiments. Et donc il y a cette mutualisation des résultats à l'échelle du patrimoine qui est activable et possible. D'où l'importance pour les collectivités de venir vous voir, ou une plateforme, hein, c'est comme tu disais, mais de manière à prendre le maximum de recul et pour pouvoir faire les bons choix sur la durée. Tout à fait. Alors nous, on est même amené parfois, quand on a des cahiers des charges, des appels d'offres qui nous arrivent, à remettre en cause ce qui est défini dans le cahier des charges. Par exemple, il y a encore une tendance très forte à la réalisation d'audits énergétiques sur l'ensemble d'un patrimoine. Donc parfois, c'est réglementaire, donc il faut le faire. Mais alors qu'on fait des audits énergétiques, nous, on va plutôt dire non, ce n'est pas forcément ça la meilleure idée. Parce que les investissements que vous faites sur les audits, vous pourriez les faire sur des actions de régulation, de programmation, d'identification de dérives qui vous permettraient de faire des économies rapides et d'avoir une démarche avec des temps de retour sur investissement courts qui seraient plus pertinentes. Oui, puis c'est dès qu'on fait des économies, ça permet de financer des audits plus tard. Et de financer des travaux. Des travaux. Exactement. Oui, voilà. Donc, nous, ce qu'on a prouvé, je pense, chez Adviseo depuis maintenant 5 ans, c'est notre capacité à arriver à ces 10-15% d'économie d'énergie à l'échelle d'un patrimoine massif pour ensuite, justement, permettre le financement, en tout cas, d'être un peu plus confortable sur la réalisation de travaux. Et là, on va identifier les travaux à plus fort retour sur investissement avec les données qu'on aura collectées et qu'on aura identifiées sur les bâtiments. Oui, est-ce qu'aujourd'hui, ça serait valable pour vous tous, hein, pour Elio, pour Enedis et pour toi, mais je te la pose à toi la question. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, la hausse du coût d'énergie, parce que finalement, il y a deux choses qui arrivent en même temps pour nous tous sur le décret tertiaire, c'est l'obligation de déclarer d'ici la fin septembre, et puis en même temps, il y a la hausse du coût d'énergie. Est-ce que ça accélère le phénomène ou finalement, ça ne change pas grand-chose? En tout cas, ça renforce les tensions au sein des organisations et entre clients et prestataires. C'est évident que c'est une situation qui est extrêmement tendu parce qu'il y a l'échéance réglementaire qui arrive au 30 septembre, qui a un flou encore, on l'a dit, hein, le 30 septembre est maintenu, mais il y a cette souplesse, il y a un droit à l'erreur sur les déclarations, donc les organisations assujetties interprètent cette souplesse de manière différente. Donc ça, c'est le premier niveau de stress, c'est la partie déclarative du décret tertiaire. Et le deuxième niveau, qui est peut-être d'autant plus important, et pour le coup sur le plan de la pérennité des organisations qui a une importance plus cruciale, c'est le prix de l'énergie qui rend nécessaire la réalisation d'actions d'efficacité énergétique et qui va faire que le décret tertiaire va être de fait
tenu sur le plan de ses objectifs de 2030, 2040, 2050, enfin, en tout cas qui doit être tenu, non pas parce que la réglementation l'exige, mais parce que la pérennité des entreprises et des collectivités l'exige. Parce que quand on parle de prix de l'énergie qui augmente de 300, 400, voire plus, parfois 1000% chez nos clients, évidemment le sujet du prix devient central et prépondérant. Voilà. Merci beaucoup Xavier. On peut Merci. applaudir encore Xavier. Merci.